toujours un réel plaisir de nous retrouver sur notre chaîne pour une nouvelle édition spéciale. Plus de 30 ans après sa pensée en 1995, il a été promis en 2010, puis rendu opérationnel en 2016. Le Sénat ouvre solennellement aujourd'hui la première session ordinaire de 2025, une rentrée législative qui se fait 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Une rentrée législative, je le disais, pour laquelle cette info a de nouveau délocalisé son plateau. Nous sommes actuellement à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et pour être encore plus précis, dans le hall C. Alors que nous sommes à quelques minutes de l'ouverture de cette première session ordinaire, vous pouvez le voir en médaillon à l'écran. Plusieurs personnalités font leur entrée au sein de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Tous vont se rejoindre au sein de la salle de 400 places dans l'hémicycle. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule. En effet, pour la première partie de cette édition spéciale, je suis en compagnie de monsieur Roland Catou, le directeur de l'information documentaire et de la communication au Sénat. Bienvenue, monsieur Catou. Bonjour, madame. Merci d'être là et de répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Et je suis également en compagnie de l'honorable madame Viviane Zunon-Kipré, qui est, elle, sénatrice et qui est doyenne d'âge. Merci d'être là, madame. Alors, comme je le disais, à quoi devons-nous nous attendre pour cette première session ? Alors déjà, la session s'ouvre aujourd'hui dans le cadre de la Constitution, l'article 94 de la Constitution, qui encadre les sessions au Parlement, dispose que le Parlement se réunit donc en 2 sessions. La première en janvier, 7 jours ouvrables après l'ouverture solennelle de l'Assemblée nationale, et prend fin en juin, 7 jours ouvrables avant la clôture de la première session de l'Assemblée nationale. Et puis il y aura une autre session en octobre qui commencera en octobre et qui s'achèvera en décembre selon cette même disposition de l'article 94. Alors, durant ces sessions, ce sont des moments de travail. Les sessions sont des moments de travail parlementaire qui permettent aux représentants du peuple, que sont les députés et les sénateurs, d'exercer leurs devoirs constitutionnels. Vous l'avez un peu évoqué, le Sénat et l'Assemblée nationale sont 2 chambres qui constituent le Parlement ivoirien. Alors, comment s'agencent les travaux législatifs entre ces 2 institutions ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les procédures au niveau du Parlement sont encadrées par la Constitution et par les règlements des 2 chambres. La loi prévoit que les textes de loi passent dans chacune des 2 chambres avant d'être promulgués par le président de la République. Ainsi donc, quand une loi est déposée sur la table d'une chambre, les membres de cette chambre examinent ce projet de loi ou cette proposition de loi en commission avant de l'examiner et l'adopter en séance plénière, et le texte part dans la seconde chambre qui sera saisie pour le même travail parlementaire. Au terme de ce processus, si la loi est adoptée en des termes identiques par les 2 chambres, le président de la République pourra procéder à la promulgation de la loi pour qu'elle ait valeur de loi. Si d'aventure ces lois n'étaient pas adoptées en des termes identiques, il y aurait une seconde lecture par chacune des chambres jusqu'à ce que nous puissions avoir un texte qui permette au président de la République de le promulguer. Au cas où, après 2 lectures, les 2 chambres ne se sont pas entendues, il sera mis en place une commission mixte paritaire qui permet à chacune des 2 chambres d'envoyer des membres de la commission saisie au fond sur le dossier pour travailler dans une commission mixte paritaire, avec le même nombre de députés et de sénateurs, pour examiner le projet de loi et ensuite qui sera retourné dans chacune des chambres pour son adoption. Et si la procédure n'aboutit pas toujours à un consensus sur les termes, il est prévu que l'Assemblée nationale puisse disposer en dernier du texte et donc l'adopter en dernier pour qu'il soit définitivement adopté. Alors c'est ainsi que les 2 chambres travaillent de façon harmonieuse et les projets de loi sont donc traités au sein de ces 2 chambres selon la procédure que je viens de vous indiquer. Alors, monsieur Catou, parmi les examinateurs des lois, nous avons madame Zunon-Kipré pour laquelle nous avons la chance de recevoir sur ce plateau. Alors, vous êtes sénatrice, je le disais, et vous êtes également la doyenne d'âge du Sénat. Oui. Alors, on aimerait bien savoir déjà quel sentiment vous avez par rapport à ce statut qui est un peu spécial, on va le dire. Merci de la question, merci de m'inviter.
Quel sentiment j'ai? Rien de particulier, en ce sens qu'en Côte d'Ivoire, parmi nos valeurs, il y a le respect dû à l'aîné. Oui. Donc, à ce titre-là, je jouis de toute la considération de tous mes autres collègues. Mais en plus de cela, je suis consciente qu'en tant que doyenne, je dois représenter encore un peu plus la sagesse qui est l'un des attributs, je dirais, du Sénat. Le Sénat est appelé la chambre des sages. Alors, je dis en termes de boutade que je suis la sage des sages. Alors justement, la sage des sages, quel est son rôle spécifique? Ce rôle découle de l'article 4 du règlement du Sénat qui dispose en son article 1er que le Sénat, au début de chaque législature et à l'issue de son renouvellement, le Sénat est convoqué par le doyen d'âge qui occupe le bureau de président jusqu'à l'élection du président. Alors cet article est balisé puisqu'en son alinéa 2, il est indiqué qu'aucune question qui n'est en rapport avec l'élection du président ne peut être évoquée et discutée sous la présidence du doyen d'âge. Alors je vous pose la question à vous deux maintenant. Comment percevez-vous les travaux du Sénat dans le renforcement de la démocratie ivoirienne? Je vous laisse commencer ou priorité à madame? Le travail parlementaire. Les travaux, le Sénat analyse les documents qui nous viennent de nos collègues de l'Assemblée nationale avec du recul et avec un esprit apaisé. Vous savez que le Sénat est constitué en grande partie de personnes d'expérience et d'expertise. Donc c'est ce regard-là que nous portons sur les textes afin de les affiner et voilà, de les traiter de façon apaisée, comme je disais. Monsieur Kato, je me tourne vers vous. Oui. Alors, je m'inscris totalement dans ce que Madame la sénatrice a indiqué parce que les sénateurs sont totalement acteurs de ce travail parlementaire et ont tous les éléments pour exprimer le travail qu'ils font au service du développement de la Côte d'Ivoire et c'est ce que Madame la Vénérable vient d'indiquer. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous prenez en cours de route, vous pouvez suivre en direct l'arrivée des sénateurs ainsi que de hautes personnalités dans l'hémicycle du Sénat. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de l'ouverture de la première session ordinaire de 2025 du Sénat, une ouverture qui a lieu 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Alors, je me retourne encore une fois vers vous, Madame la sénatrice. En tant que doyenne, quel héritage espérez-vous laisser à la Côte d'Ivoire et aux générations futures? Et je dirais même, espérez-vous nous laisser? Quel héritage nous laissons? Oui. Vous spécifiquement en tant que doyenne d'âge. Ah, moi spécifiquement, quel héritage? Écoutez, moi j'ai été formée, éduquée dans le sens de l'accomplissement du devoir et du respect de la chose publique. Donc, toute ma vie, j'ai œuvré dans des institutions où j'ai essayé d'apporter justement cette façon d'aborder les choses. Humilité, respect des autres, respect de la chose publique et engagement total au service de mon pays et de mes concitoyens. Et vraiment, je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma vie professionnelle.
Et on vous remercie pour cela. Merci Madame Zuno Kipré. Je le sais, vous avez des impératifs, vous devez rejoindre l'hémicycle. Alors encore une fois, merci d'avoir répondu à nos questions. Nos techniciens vont vous aider, vont vous accompagner vers l'hémicycle. Et je reçois, en attendant, dans l'intervalle, je vais me tourner vers Monsieur Katou. Alors, Merci. Merci à vous. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? C'est un petit peu une sorte de fourmillement de préparer une telle cérémonie. Comment ça se passe en amont? Absolument. C'est l'administration du Sénat sous l'autorité de son Excellence Madame la Présidente Kandia Camara, présidente du Sénat, et diriger cette administration par le secrétaire général du Sénat qui travaille à l'organisation de tels événements qui vont se produire 4 fois dans l'année, c'est-à-dire l'ouverture et la clôture pour la première session, l'ouverture et la clôture pour la seconde session, mais également à l'occasion d'autres grands événements, notamment des forums ou des colloques qui se tiennent. Mais même pour les séances, les travaux en commission ou encore les séances plénières, eh bien, le Sénat, à travers son administration, donc, travaille d'arrache-pied sur tous les petits détails pour assurer une bonne tenue de toutes ces rencontres. Tous les petits détails, je peux le confirmer. On a collaboré pendant plusieurs jours pour pouvoir mettre sur pied cette émission. D'ailleurs, je vous en remercie. Merci. Alors, magie du direct, nous accueillons à présent l'honorable Diaby Vassiriki, qui est sénateur. Monsieur Diaby, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous en prie, merci beaucoup, madame. Je rappelle que nous sommes encore une fois à quelques minutes de l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat pour l'année 2025. Alors, je vais mettre directement les pieds dans le plat. On était avec Madame Zuno Kipré, qui était la doyenne. Vous êtes le plus jeune sénateur, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Je suis le plus jeune sénateur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. De la Côte d'Ivoire et de l'Afrique? Oui. J'ai envie de vous demander, je sais que c'est un petit peu indiscret, mais j'ai envie de vous demander votre âge. Au moins ça me donne de l'espoir. Peut-être que dans 9 ans, je vais vous rejoindre ici. Alors, quel regard vous portez sur le rôle des jeunes dans les institutions politiques de la Côte d'Ivoire, particulièrement cette année qui est quand même une année charnière? Oui, écoutez, le rôle des jeunes, c'est essentiellement de faire en sorte que l'ensemble des projets de loi puissent avoir au moins une trace et un impact des jeunes. Et le rôle des jeunes, essentiellement, nous sommes des élus qui n'ont pas été forcément élus que par des jeunes. Parce qu'au sein de notre collège électoral, nous avons des sages. Donc, au-delà de tout, nous sommes l'émanation de la volonté des sages de pouvoir prendre en compte la position des jeunes dans ces instances assez importantes que sont ces institutions, notamment la chambre haute de notre Parlement. Donc le rôle des jeunes est crucial, bien que jusqu'à présent on a un taux relativement faible. Aujourd'hui notre Parlement a moins de 5 jeunes qui ont moins de 40 ans. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que des efforts sont faits dans le cadre des différents tests, notamment la loi d'orientation des jeunes que nous avons eu le plaisir d'adopter au sein de notre institution, qui permet aujourd'hui de renforcer la représentativité des jeunes dans nos différentes institutions et dans les différentes administrations. Alors je me tourne cette fois-ci vers M. Katou. Le Sénat, il faut le dire, je vais être très vrai dans mes mots, est parfois perçu comme un peu éloigné des préoccupations des citoyens. Parce que vous savez, vous savez mieux que personne, l'Ivoirien aime les choses terre à terre. C'est cela. Quels efforts sont faits pour renforcer la proximité avec la population? Alors, déjà, ce sont c'est des appréciations qui découlent des formes imagées de la position du Sénat par rapport à l'Assemblée nationale. Déjà, ce qu'il faut comprendre, et ça se ressent dans les termes de chambre basse et de chambre haute, ce qu'il faut comprendre, c'est que les députés sont élus directement par les citoyens au suffrage universel direct, et ça crée ce lien direct, c'est-à-dire que les populations élisent leurs députés et donc ont ce sentiment de quelqu'un qu'ils ont désigné. Alors pour les sénateurs, on parle justement de chambre haute parce que les sénateurs sont les élus des élus, parce qu'ils sont les élus des représentants des collectivités territoriales. Et donc les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les conseillers de district qui élisent les sénateurs.
À partir de ce moment, les citoyens peuvent avoir le sentiment de ne pas avoir désigné donc, de représentants, mais ils l'ont fait de façon indirecte. Et c'est cet aspect qui nous fait parler de chambre basse et de chambre haute. Alors donc c'est juste une appréciation qui est faite par rapport à ce rapport-là. Sinon, dans les faits, les sénateurs comme les députés agissent pour le développement de la Côte d'Ivoire de la même manière, à travers le vote de la loi, le contrôle de l'action du gouvernement, l'évaluation des politiques publiques, et pour le Sénat de façon spécifique. Et c'est ça aussi le grand intérêt de la création de cette chambre et des missions qui lui ont été confiées, la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Et le Sénat, à travers ses activités, montre tous les jours comment il met en œuvre ces missions-là pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Alors, les sénateurs ne pourront effectivement rassurer les populations que par ce travail qui est fait. Et nous voyons dans de plus en plus des citoyens reconnaître les sénateurs, voir le travail qui est fait, et c'est cela qui est à saluer. Et grâce aux médias, je voudrais poursuivre, grâce aux médias, grâce à vous, les citoyens verront aujourd'hui, verront chaque fois que les sénateurs travaillent, comment ils sont à la tâche pour les citoyens. Développement de la Côte d'Ivoire. Alors, M. Katou, on me dit à l'oreillette que vous allez devoir nous quitter, prendre vos fonctions au sein de l'hémicycle. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve en deuxième partie. Merci. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de l'information documentaire et de la communication du Sénat. Alors, M. Diaby, j'ai envie de vous poser la même question. J'ai envie de vous poser la même question et je vais vous poser la même question. Le Sénat paraît pour certains membres de la population ivoirienne éloignés des préoccupations de ces dernières. Je me répète encore une fois, les Ivoiriens, on le sait, aiment les choses terre à terre. Alors vous, en tant que sénateur, quels efforts vous faites pour que cette préoccupation-là, ce sentiment-là, soit amoindri? Merci beaucoup, madame. Je dirais que c'est peut-être une mauvaise analyse territoriales qui sont les plus proches des préoccupations des populations. Donc on ne peut pas représenter les mairies qui, eux, sont plus proches de nos populations et ne pas nous rapprocher davantage. C'est pour cela que lors des vacances parlementaires, nous tournons auprès de ces collectivités pour pouvoir rendre compte de l'ensemble des projets de loi que nous avons pu adopter. Mais je comprends aisément parce que en retour, après avoir rendu compte aux collectivités, c'est-à-dire les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, mais aussi les Ivoiriens établis à l'extérieur, il est important que ces grands électeurs à qui nous rendons compte puissent également rendre compte aux populations pour renforcer la proximité de notre institution vers nos populations. Donc, vraiment à ce niveau, je peux vous rassurer que le Sénat, à travers ces différents groupes parlementaires, fait beaucoup, se rapproche sur des questions assez pointues, notamment l'orpaillage clandestin, notamment les questions sur le mariage, notamment les questions sur la protection de notre emblème qui concerne les éléphants, notamment les questions sur la nationalité. L'ensemble de ces projets de loi sont portés pendant les périodes de vacances parlementaires par les sénateurs et cela nous rapproche davantage de nos populations. Mais aussi, lors de nos vacances, nous profitons pour échanger avec les Ivoiriens établis à l'extérieur. Je profite de l'occasion pour féliciter notre présidente, la présidente du Sénat, Mme Kania Kamara, qui a bien voulu organiser cette année pour la première fois le forum de la diaspora, qui a permis de nous approcher davantage de cette frange importante de notre population. Aujourd'hui, nous avons un pays qui n'a pas une représentation parlementaire à l'international, comme certains pays, comme le Sénégal, qui ont jusqu'à 15 députés qui représentent... On monte en puissance. On l'a vu lors de la cérémonie de l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, où on avait quand même 6 délégations, dont celle de la CEDEAO, qui étaient présentes. Donc ça prouve d'une certaine manière qu'on est en train de monter en puissance, de s'imposer, de prendre notre place
Bien sûr, ça c'est un autre pan, effectivement. La représentativité de nos institutions au sein des institutions sous-régionales et internationales, mais surtout également la représentativité de notre institution auprès des Ivoiriens, c'est-à-dire des Ivoiriens qui sont établis à l'étranger. Donc ces deux pans sont vraiment explorés et exploités au maximum par notre pays et renforcent la diplomatie parlementaire de notre nation. Alors, Monsieur Diaby, je reviens tout de suite vers vous, mais encore une fois, la magie du direct fait que Madame Sarah Sako, la première vice-présidente du Sénat, est avec nous. Madame Sako, bienvenue, merci de prendre votre temps pour répondre à quelques questions. Alors, en éternelle féministe, j'ai envie de vous demander, 24, le nombre de femmes que compte le Sénat actuellement. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour que ce nombre soit encore plus vaste? Ce qui peut être fait, c'est les nominations. Parce que grâce aux nominations du président de la République, nous atteignons 24 femmes. Sinon, les élus femmes. Des femmes. On l'espère aussi. Peut-être qu'un jour je me retrouverai au Sénat, ne sait-on jamais. Pourquoi pas? On manque, il faut plus de jeunes. Donc on peut se retrouver au Sénat. Bien sûr, quand j'avais votre âge, on m'avait dit que je serais au Sénat, j'allais dire jamais. Ah, la présidente est arrivée. Alors, priorité au direct, la présidente du Sénat est actuellement en train d'arriver. De ce fait, Madame Sako, vous allez devoir nous quitter pour l'accueillir. Alors, on espère vous revoir à nouveau sur notre plateau. Je vous remercie d'avoir fait un petit arrêt. Je rappelle qu'on est dans la salle du hall. Je regarde souvent vos émissions à la télé, de chez moi. C'est un plaisir. J'espère que vous allez continuer à nous regarder et que vous aussi, chers téléspectateurs, vous allez continuer à regarder notre édition spéciale dédiée à l'ouverture de la première session ordinaire de 2025 du Sénat. Alors, je vais demander aux techniciens de déséquiper Madame Sako pour qu'elle puisse accueillir la présidente du Sénat, Madame Candia Camara. Et à cette occasion, je suis accompagnée, je ne suis pas seule, décidément. On ne me laisse jamais seule sur ce plateau, j'adore. Alors, je vais vous demander de vous... Vous pouvez enlever le micro, là. Oui, on vient vous enlever le micro. Je ne suis jamais seule. Alors, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Merci, madame. Le micro, alors. Prenez votre micro. Je suis M. Kwaku Nyangbe Kwadio Jean, sénateur de Yamoussoukro. Voilà. Yamoussoukro, où nous sommes actuellement. Vous nous recevez... Qui vous accueille. Oui. Vous nous recevez à domicile, dans la ferveur. Dans la sérénité, parce qu'il faut rappeler que Yamoussoukro, c'est la capitale politique. C'est vrai que cette info est une chaîne ivoirienne, mais elle est regardée au-delà de nos frontières. C'est la capitale politique de notre pays. Et quand on arrive à Yamoussoukro, il y a une certaine sérénité. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que cette sérénité se retrouve au Sénat? Merci, madame, de me poser cette question. Cette sérénité se retrouve effectivement au Sénat. Nous délibérons à chaque fois et nous regardons avec beaucoup de sagesse les projets qui nous sont soumis. Oui. Il y a des débats et nous sommes en démocratie, c'est la majorité qui emporte sur, disons, dans ce débat. Donc je pense que nous sommes sereins. Il y a la sérénité, il y a la paix, il y a la cordialité. Alors, j'ai envie de dire que nous sommes en plein royaume Akan d'une certaine manière. Et avant de démarrer cette émission, nous avons vu des chefs traditionnels qui marchaient, qui se sont installés dans l'hémicycle. Aujourd'hui, que revêt leur présence au sein de cette cérémonie? Qu'est-ce que cela traduit? Merci, madame. Au pays Baoulou, nous sommes très rattachés à la tradition. Oui. Quand on accueille un hôte, on l'accueille avec joie et avec plaisir. Pays Baoulé.
quand nous recevons des ordres des marques, nos chefs se déplacent, comme ça a été toujours le cas ici à Yamoussoukro, se déplacent pour leur souhaiter la cordiale bienvenue et pour leur dire avec image qu'ils sont chez eux. Voilà. Et c'est l'objet, l'expression de leur présence ici. Alors, priorité au direct, vous allez suivre dans quelques instants l'arrivée de la présidente du Sénat, Madame Kandia Camara. Elle va faire son entrée dans quelques instants au sein de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Comme je disais, d'ailleurs, merci à l'oreillette, on m'a dit qu'elle n'est pas encore rentrée, elle va arriver dans quelques instants. Mais en attendant, je continue. Et d'ailleurs, je m'excuse car je vais essayer, je le dis bien, sénateur Kouakou. Je préfère dire sénateur Kouakou parce que j'ai peur de dégratiner votre nom. Alors, vous êtes le sénateur élu du PDCI. Tout à fait. Ah, on le voit, il vient d'arriver. Alors, vous êtes le sénateur élu du PDCI. Tout à fait. De Yamoussoukro. Votre rôle au Sénat, quel regard vous portez dessus parce que vous faites partie de l'opposition? Merci madame. Je voudrais, à l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle législature, je voudrais souhaiter mes vœux à tous mes collègues sénateurs. Souhaiter que cette année soit une année de paix, oui. Une année où la Côte d'Ivoire retrouve, disons, sa vie réelle. Oui. C'est une année importante. Une année électorale. Une année électorale. Et je souhaite que cette année électorale soit une année paisible, crédible. Pour ces élections-là, je souhaite que ce soit des élections vraiment inclusives pour ramener la paix, pour réconcilier la Côte d'Ivoire, notre pays, avec la paix. Et voilà ce que je voulais dire. À ce propos, vous avez soulevé un point essentiel. Nous sommes dans une année électorale, une véritable année charnière. Alors au sein de cette année, comment le Sénat va-t-il se placer? Parce que vous êtes la chambre des sages. Comment les sages vont-ils veiller, vont-ils apporter leur pierre à l'édifice pour des élections inclusives et transparentes? Je viens de le dire, madame, nous le souhaitons. Nous souhaiterons que cette élection soit une élection inclusive. Donc nous demandons à ceux qui ont, disons, la possibilité, la possibilité de le faire. Il faut que ces élections soient effectivement inclusives. Vous comprenez? Nous recevons dedans les lois. Et si on nous demande aujourd'hui au Sénat, nous dirons que nous voulons des élections inclusives. Cela pour, disons, maintenir la paix, pour rétablir la paix, la cohésion, la joie de vivre entre les Ivoiriens. Alors on le voit à l'écran, les sénateurs, vos collègues, vos confrères sont en train de s'installer. Qu'est-ce que l'on ressent avant l'ouverture des sessions? La joie de se retrouver, la joie que nous tous nous venons en pleine santé, en bonne santé, oui, pour donc légiférer encore pour nos concitoyens. Et une autre question, mais cette fois-ci d'ordre géographique. L'Assemblée est à Abidjan, le Sénat, lui, est à Yamoussoukro. Vous, qui êtes, je le rappelle aussi, ancien maire de Yamoussoukro, qu'est-ce qu'on ressent de dire qu'une institution aussi importante est ici? Voyez-vous, vous ouvrez la porte à un débat, une discussion. Yamoussoukro a été décrété par décret, oui, je dirais même par loi, que Yamoussoukro est devenu la capitale politique et administrative. Oui. En vérité, toutes les institutions doivent être logées à Yamoussoukro. Oui. Déjà, il avait été entamé la construction de la maison des députés, oui, l'Assemblée nationale. En principe, on devait terminer la construction de cette Assemblée nationale. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, les institutions sont séparées. L'une à Abidjan, l'autre ici. Donc, si vous voulez, notre souhait dans cette nouvelle année 2025, c'est que l'Assemblée nationale prenne sa place ici à Yamoussoukro. De telle manière que le Parlement soit totalement dans la capitale politique et administrative.
On l'espère pour vous. Alors, merci. Monsieur Kouakou, d'avoir répondu à nos questions. Je vais vous laisser vous installer, prendre place au sein de l'hémicycle. Je vais demander à la technique de vous déséquiper pendant que nous préparons notre prochaine invitée. Merci encore une fois à vous. Alors, pour ceux qui nous prennent en route, nous sommes actuellement au sein du hall C de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Je vois ma prochaine invitée et je suis très joyeuse, je dois vous l'avouer, de la recevoir. C'est une sénatrice qui ne me m'est d'ailleurs pas inconnue. Elle va faire son entrée sur mon plateau dans quelques instants. Et permettez-moi, bonjour, de vous faire la bise. Comment vous allez? Installez. Oui. Très bonne année à vous également. Merci à votre famille également. Alors, pour rappeler le contexte à nos téléspectateurs, nous nous sommes rencontrés dans un contexte bien particulier. La lutte contre le cancer du sein. Oui. Remettez bien le micro, s'il vous plaît. Comme ça. Alors, je le disais, on s'est rencontrés à lors de plusieurs événements pour la lutte contre le cancer du sein. Et vous êtes très, très impliqués dans cette lutte-là. On ne va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, je vous reçois en tant que sénatrice, une sénatrice femme. Alors, j'ai envie de vous dire, vous êtes 24. Vous êtes 24. Et ça ne suffit pas. Je n'osais pas le dire, mais si vous le dites. 24 sur 99. Bon, mais je dois reconnaître que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait sa part en nommant 30% quand même de l'effectif. Mais on doit encore faire des efforts. Pour les élections, effectivement, peu de nos candidats ont été retenus. Et ça sera certainement pour la prochaine fois. Je pense que nous avons pris pleine conscience des actions correctives à apporter et cela sera fait. Mais j'ai envie de vous dire, Madame Richemont, que de manière générale, les femmes aujourd'hui, quelle place elles ont dans la vie politique ivoirienne? Elles jouent un rôle, je dirais, essentiel, varié et divers. À tous les niveaux, nous retrouvons des femmes. Cependant, je dois reconnaître que lors des dernières élections, je dirais, législatives, oui, nous avions espéré mieux pour les femmes. Vous savez, elles n'osent pas vraiment. Mais pourquoi elles n'osent pas? Il y a des barrières culturelles qui subsistent. Il y a des barrières culturelles, elles ont moins de moyens et elles n'osent pas tout simplement. Peut-être parce qu'elles sont moins formées. Alors, nous avons pleine conscience de ces manquements, oui, et il suffit de la corriger. Il suffit de la corriger. Il est impératif que les femmes osent se lancer dans la politique. Pour cela, peut-être que nous avons besoin de les coacher. Vous savez, les femmes qui vivent dans l'arrière-pays, par exemple, oui, elles entreprennent des choses remarquables. Oui. Tenez, par exemple, les femmes du vivrier, qui oui, opèrent dans le vivrier. Qui sont très courageuses. Elles réalisent des activités extraordinaires, n'est-ce pas, dans leur quotidien ordinaire. Et ces femmes-là, elles doivent se lancer dans la politique. Tant il est vrai qu'elles exercent un certain leadership, voyez-vous. Mais elles ont besoin d'être encouragées, elles ont besoin d'être coachées, formées, elles ont besoin d'un mentor. Et peut-être que nous ne faisons pas assez bien notre travail. J'ai donc envie de vous poser une question qui, je pense, est la question de beaucoup de dames qui nous regardent actuellement. Vous avez évoqué le fait que nous n'osions pas nous lancer en politique. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancée en politique? Moi, personnellement? Oui, vous personnellement. Je voudrais dire que moi, je suis un cas particulier. C'est-à-dire? J'avoue que je suis venue à la politique. C'est le développement, c'est le social. Social, les femmes. Effectivement, vous m'avez connu dans le domaine humanitaire. Oui. La lutte contre la polio, la lutte contre le cancer du sein, c'est ce qui m'a amené à la politique. J'ai été nommée par le président de la République. Mais j'avoue que
J'ai assumé des responsabilités au plan social, au plan humanitaire de notre pays et j'ai été certainement remarquée, je n'en doute pas, par les plus hautes autorités de ce pays qui ont bien voulu, ma foi, communiquer mon nom et m'identifier. Et c'est ainsi que j'ai été nommée. Donc j'ai été amenée à la politique par les actions sociales que j'entreprenais. Cela dit, vous savez, la politique, c'est servir. Hein? Oui. La politique veut dire servir. On sert à divers niveaux. Mais il importe de servir de telle sorte que le bien-être des populations soit amélioré. Il est bien de servir, il est bien de faire de la politique pour changer les mentalités, pour changer de comportement, pour faire changer de comportement. Alors, dans ce domaine-là, je me sens très bien. L'humanité, le développement qui me conduit à la politique. Et on se reverra pour sûr dans d'autres de vos actions humanitaires. Alors, Madame Richemont, on a été rejoint par un de vos confrères à qui je vais demander de se présenter. Kwadjo Alike Norbert. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Alike. Vu qu'on a un homme, on pourrait lui demander aussi qu'est-ce qu'il en pense du fait de la représentation des femmes au Sénat. Absolument, absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut améliorer, la représentation des femmes au Sénat? Ben, c'est une très bonne chose, parce que sans la femme, le monde se serait arrêté. Donc au Sénat, la présence des femmes renforce la démocratie et l'égalité, étant donné que les hommes et les femmes sont des hommes égaux. Il n'y a pas de raison que là où se trouve l'homme, il n'y ait pas de femme. Nous sommes égaux et complémentaires. Surtout complémentaires. La femme, elle agira dans les détails. Vous voyez, l'homme verra les choses de façon globale. Oui. Et c'est en cela que nous sommes complémentaires. Et cela est une excellente chose. Dans la mesure où la complémentarité permet d'atteindre des objectifs qu'une seule personne ne peut pas percevoir, la complémentarité est une très bonne chose. Alors, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, je comprends pourquoi on parle du Sénat comme la chambre des sages, parce que vous partagez plein de sagesse. Mais j'ai envie de vous titiller un petit peu. 24, pour vous, c'est assez? J'ai fait exprès. Et on peut voir priorité au direct Madame la présidente du Sénat avec son homologue, Monsieur Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Alors, changeons de question, messieurs, dames. Avoir le président de l'Assemblée nationale, qui est la chambre basse du Parlement, cette réciprocité-là, pour vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Parce qu'il me semble que vous étiez, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale. Je vous laisse commencer. Je n'ai pas entendu votre question. Cette réciprocité-là, Oui. le fait que la présidente du Sénat soit allée à l'Assemblée nationale et inversement, qu'est-ce que cela traduit selon vous? Mais c'est une excellente pratique. Cela veut dire que les deux chambres se complètent parfaitement. Les deux chambres ont la même vision. Les deux chambres bicamérales, c'est vrai. Oui. Mais nous avons le devoir de travailler de façon harmonieuse. Et tout cela pour renforcer la démocratie et tout cela pour améliorer le bien-être des populations ivoiriennes. Et vous? Vous avez parlé de la complémentarité de l'homme et de la femme. Oui. Vous voyez que le président de la République a tellement bien perçu cela que, étant donné que le président de l'Assemblée, c'est un homme, il se trouve que la présidente du Sénat est une femme. Jamais pensé. On n'y avait jamais pensé. Je n'avais jamais pensé, pourtant c'était là. Le président a bien fait. Oui. Vous savez, c'est la tête, hein. C'est la tête pensante. Nous ne faisons que mettre en mouvement ce qu'il a pensé. Et étant donné qu'il a pensé qu'il fallait équilibrer, il a mis un homme à l'Assemblée et une femme au Sénat. Donc la complémentarité dont on parlait se justifie aisément et amplement. Alors,
vous m'avez coupé la chic. Décidément, être à côté d'autant de sagesse, des fois, ça perturbe. Alors, nous ne sommes plus qu'à quelques minutes, je le disais à nos chers téléspectateurs, de l'ouverture de la première session ordinaire de 2025 du Sénat. Une ouverture qui s'est faite 7 jours après celle de l'Assemblée nationale. Nous sommes actuellement à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Alors, la recherche de la paix, n'est-ce pas la mission fondamentale du Sénat au final, même du Parlement? Qui est la mission angulaire du Parlement. La paix, qui est la mission angulaire de notre pays. Rechercher la paix sans cesse, car sans paix, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'infrastructure. Vous voyez? Voilà. Alors nous avons au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, les parlementaires se font forts, n'est-ce pas, d'examiner les projets de loi, les propositions de loi certainement aussi, de telle sorte que ce soit le peuple de Côte d'Ivoire qui gagne. Alors j'aimerais revenir sur la présence de M. Bictogo. Hein. On est dans une année que l'on sait charnière et on voit à l'instant priorité au direct Madame Candia Camara, la présidente du Sénat, accueillir des membres du gouvernement. Oui, parce que les membres du gouvernement assistent aussi à cette cérémonie solennelle. Mais revenons un petit instant sur la présence du PAN, comme on le surnomme ici. Nous sommes dans une année charnière, on le sait, il y a des élections. Est-ce que sa présence, et même la présence de membres du gouvernement, de chefs traditionnels, de présidents d'institutions locales, peut-elle plutôt renforcer l'unité, l'idée plutôt d'une unité et de dialogue aux yeux des populations pour cette année qui est, je le rappelle, charnière? Je vous laisse commencer. Bon, je n'ai pas bien perçu votre question. Je vais la répéter alors. La présence de membres du gouvernement, du président de l'Assemblée nationale, oui, de membres d'institutions diverses et variées, ainsi que de chefs traditionnels. Est-ce que ce n'est pas là l'occasion aussi de renforcer l'idée d'une unité nationale auprès de nos populations? Ben justement, vous savez que le président Félix Houphouët-Boigny avait prôné et construit une unité nationale. C'est dans cette logique et dans la suite de ce qu'il a avancé aujourd'hui. Nous travaillons, femmes, hommes, ensemble, chefs coutumiers, rois, toute la population se met ensemble pour constituer. Parce que pour constituer une unité, ce n'est pas un seul élément. C'est l'ensemble de toutes ces composantes-là qui constituent l'unité. Et nous, en tant que sénateurs, qui représentons en fait les collectivités territoriales, qui représentons les Ivoiriens de la diaspora, nous avons le devoir de les impliquer. Vous voyez, c'est vrai, l'unité avec les présidents d'institutions qui soutiennent notre initiative. Ce matin, par exemple, l'ouverture de la première session ordinaire, les membres du gouvernement, le corps diplomatique, enfin les chefs de mission accrédités en Côte d'Ivoire. Mais nous avons également les collectivités territoriales. Oui. Voilà, et c'est cela, l'unité à tous les niveaux. Les leaders d'opinion, les chefs traditionnels qui exercent beaucoup d'influence dans leur communauté, les guides religieux également. Vous voyez, c'est tout cet ensemble-là, toutes les fractions des populations, n'est-ce pas, qui se mettent ensemble pour regarder ensemble, pour former, n'est-ce pas, pour créer, n'est-ce pas, l'avenir de la Côte d'Ivoire à travers des élections que nous appelons de tous nos voeux, de sorte qu'elles soient apaisées, inclusives. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Alors,
Oui, messieurs, dames, alors je ne vais pas vous retenir plus que ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons bientôt commencer. Nous avons vu à l'instant le directeur de la HABG, M. Epiphane Zorobi Balo, faire son entrée. Il est en train de faire son entrée, accompagné de Mme Kandiama Kamara. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une très bonne cérémonie et j'espère vous retrouver juste après. Alors, je vais demander aux techniciens de vous accompagner vers la sortie. On va commencer par Madame Richemont. Merci vous beaucoup. Déposez votre... Merci à cette info pour l'intérêt, n'est-ce pas, que vous accordez à notre entrée. Merci beaucoup pour votre soutien, parce qu'en fait, c'est vous qui pouvez faire connaître les succès, célébrer les succès, mais également mettre l'accent sur les défis à relever. Merci pour le travail remarquable que vous accomplissez. Merci beaucoup. Merci Madame Richemont, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci. Alors, vous pouvez aller prendre place dans l'hémicycle. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne cérémonie et nos techniciens vont vous accompagner. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci. Très bonne cérémonie à vous également. Ok. Alors, on va essayer. Je vais essayer. C'est aussi les aléas du direct. On va faire en sorte de vous. Alors, je vais vous demander de vous installer juste ici. Juste ici. Installez-vous. En plus, c'est votre voisin? Oui. Non. Mais on va se retrouver après. Alors, nous voyons à l'instant l'arrivée de l'ancien Premier ministre, Monsieur Patrick Hachi, qui est en train de faire son entrée en attendant que les techniciens puissent littéralement équiper nos deux prochains invités. Alors, tout se passe très rapidement, comme vous pouvez voir, car nous ne sommes plus qu'à quelques minutes, vraiment quelques minutes de l'ouverture de la première session ordinaire. Alors, j'accueille sur mon plateau, et c'est vraiment la magie du jury pour tout le coup, Monsieur Konaté Aboudraman, excusez-moi, c'est le stress, c'est un petit peu stress. Vous êtes sénateur de San Pedro. Bienvenue, merci de répondre à nos questions. Je sais que vous êtes très pressé de retrouver votre voisin qui vient de quitter notre plateau. Et nous sommes accompagnés de monsieur le vénérable sénateur Kakou Christophe. Monsieur Christophe, alors bienvenue, merci de répondre à nos questions, messieurs. On voit que cette cérémonie, et vous vous retrouvez après un mois de vacances, messieurs, mais aussi c'est très codifié. Alors, je vais vous demander de nous expliquer un petit peu toute cette codification-là, ce protocole avec les institutions, les chefs traditionnels. Si l'un d'entre vous peut expliquer à nos téléspectateurs pourquoi on a un caractère aussi solennel pour une ouverture de session ordinaire. Le Sénat, c'est déjà, comme on appelle, une structure qui est déjà solennelle. En soi ? En soi, le Sénat, c'est déjà le Parlement. Oui. Tout ce qui concerne le Parlement, c'est vraiment la solennité. Alors, le Sénat étant la haute chambre, il y a encore plus de caractère solennel. Toutes les cérémonies du Sénat sont... Il y a un caractère solennel, il y a le protocole qui doit être bien respecté et tout est vraiment méthodique. Et c'est ça qui fait un peu l'accent particulier qu'on doit mettre sur le Sénat. Voilà. Le Sénat, c'est la sagesse. Tout ce qui est sagesse, c'est vraiment un caractère solennel. C'est ce que je peux dire. Vous avez parlé de sagesse et je me tourne vers vous. La sagesse, justement, en pleine année électorale. Quel conseil vous donneriez à ces jeunes générations qui vous regardent actuellement? Bon, moi, c'est comme je le disais. La sagesse, je crois que c'est d'abord l'éducation et les expériences vécues. Et vous savez déjà, madame, que depuis l'indépendance, il y a eu des combats de nos ancêtres. Mais à l'orée de 80 et 90 surtout, il y a eu le multipartisme avec ces couleurs d'événements heureux comme malheureux. Donc nous, en tant que la haute chambre qui regorge vraiment les sages expérimentés,
Bon, et surtout, les différents présidents, surtout le président qui est là, la jeunesse fait partie de sa priorité dans le domaine gouvernemental. Donc la sagesse recommande à nos jeunes de ne pas s'adonner à cette période électorale à des paroles qui visent à la violence. Sinon, nous voulons zéro violence pour cette année électorale. Alors, c'est bien que vous ayez évoqué l'année électorale parce que j'ai envie de vous demander comment le Sénat peut-il apporter sa pierre à l'édifice. C'est un exercice auquel je demande à vos confrères, j'ai demandé à vos confrères de se porter justement. Comment le Sénat peut-il marquer à sa façon l'année électorale? Je vais commencer par vous. Effectivement, en tant que sénateur, nous pouvons vraiment apporter notre touche à la cohésion sociale. Parce que d'abord, nous sommes des élus. Oui. Et en tant qu'élus, nous avons vraiment... Élu et nommé. Oui, élu et nommé. Oui. Mais pour ma part... Vous avez été élu. J'ai été élu. Donc, ça me confère une certaine proximité avec mes populations. Et en plus de cela, avec l'expérience que j'ai et puis avec tous les contacts que j'ai, je peux prôner en tout cas l'apaisement au niveau de ma circonscription électorale. Déjà, on a déjà même entamé ce travail-là, puisque les élections, c'est pour bientôt. Donc déjà, nous, on parle à nos populations pour leur expliquer qu'une élection, ce n'est pas de la guerre. Une élection, c'est un travail qu'on fait, qu'on présente aux populations et les populations décident de choisir qui elles veulent prendre. Donc pour nous, en tant que sénateurs, nous ne faisons que renforcer ce que déjà les autres élus, les députés, tout ça, font sur le terrain. Nous venons accompagner ce travail-là. Le travail que le gouvernement fait aussi, nous venons accompagner et nous venons expliciter aussi tous ces travaux-là, toutes ces cohésions avec nos populations. Vous avez parlé d'un point qui est saillant, la proximité. Oui. Aussi vers vous, monsieur. Certains membres de la population, certaines couches de la population reprochent, il faut utiliser le terme tel qu'il est, reprochent au Sénat de ne pas être proche de la population. Alors, il faut dire, nous aimons les choses terre à terre. Alors, quels sont vos efforts justement en tant qu'élu et en tant que nommé pour vous rapprocher des populations? Merci madame, je m'attendais plus ou moins à cette question. Le Sénat, c'est vrai que c'est une chambre parlementaire, la haute chambre. La haute chambre. Mais nous avons les mêmes attributions que l'Assemblée nationale. Mais ce qui fait notre différence, c'est que nous sommes la représentativité des collectivités territoriales. Donc notre mission converge directement vers les conseils régionaux ou les conseillers municipaux. Donc nous touchons, parce que c'est vrai que nous sommes tous élus, mais on ne peut pas aller empiéter sur le terrain nos collègues députés. Mais peu importe, nous sommes tous des citoyens. Donc nous partons vers nos populations selon nos programmes que nous avons. Alors, excusez-moi monsieur, priorité au direct, nous voyons à l'instant l'arrivée du haut représentant du président de la République, monsieur Gilbert Koné-Kafana, qui est actuellement devant la fanfare de la garde républicaine. Il prend actuellement ses hommages. Alors, avoir le haut représentant du président de la République à l'ouverture de la cérémonie, qu'est-ce que ça vous inspire sur le fonctionnement de la démocratie? Avoir le haut représentant du président... Je vais vous embêter à chaque fois avec ça. Avoir le haut représentant du président de la République, bon, ça confère toujours le caractère solennel du Sénat. Et moi, ça ne pose pas de problème avec la démocratie, puisque le président de la République est le chef suprême de toutes ces institutions. Voilà.
Donc, si c'est fait représenter, c'est une très bonne chose. Ça donne du poids et ça encore donne de la valeur au caractère solennel de cette institution-là. Oui. La présence du haut représentant de la République, on dit que le caractère solennel recommande que le président de la République soit là. Mais puisqu'il a délégué certains de ses pouvoirs à ses collaborateurs les plus proches, parmi lesquels se trouve monsieur le haut représentant, ça fait indiquer que le Sénat, la Chambre haute, accueille cette haute personnalité de l'État avec tous les attributs qui confèrent le pouvoir du président de la République. Alors pour ceux qui nous prennent en route, nous sommes actuellement à Yamoussoukro, plus précisément à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Nous ne sommes qu'à quelques minutes de l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat, une ouverture qui a lieu 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Et vous pouvez suivre en direct l'arrivée du haut représentant du président de la République, M. Gilbert Koné-Kafana. Je suis accompagné de 2 sénateurs sur mon plateau. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à vous libérer, messieurs, parce qu'il va falloir que vous alliez vous installer. Merci. Merci à vous et j'espère que tout va bien se passer. Je vous souhaite une excellente cérémonie. J'espère vous retrouver juste après, peut-être en deuxième partie. Merci à vous, madame. Merci à vous. Merci à vous. Alors, je vous demandais à la technique de commencer par vous, monsieur. Oui. Vous, et puis, vous allez pouvoir vous lever dans quelques instants. On va encore continuer de discuter, ça va. En attendant, on va parler du lieu où nous sommes. Nous sommes à Yamoussoukro. Et là, on peut voir Madame Kandia Camara accompagnée de monsieur... oui, vous pouvez vous lever. Accompagné de M. Koné-Kafana. Alors, je vous comprends, pour ceux qui nous prennent en route, ça peut paraître un petit peu confus, c'est aussi la magie du direct. Nous voyons actuellement M. Koné-Kafana qui va faire son entrée, qui salue les présidents d'institutions, les militaires, accompagné de Mme Kandia Camara. Mais j'aimerais faire un focus et j'aimerais que la technique m'accompagne sur la ville de Yamoussoukro, où nous sommes présentement. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, une ville au charme singulier où l'histoire, la culture et la nature se rencontrent harmonieusement. Au cœur de la ville se dresse la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où nous sommes actuellement. Nous sommes précisément au Hall C et je demandais à la technique d'envoyer si possible notre petit reportage sur la ville. C'est fait, merci. C'est un centre emblématique qui est dédié à la promotion du dialogue de la paix, témoignant de l'héritage du premier président ivoirien, M. Félix Houphouët-Boigny. Ce lieu symbolique accueille régulièrement des conférences et des événements de grande envergure. Non de là, le lac au Caïman, qui intrigue et fascine depuis des années. Pour vous dire, depuis que je le vois, j'ai envie de m'approcher, mais malheureusement on ne peut pas s'approcher. Situé à proximité du palais présidentiel, ce plan d'eau abrite de nombreux reptiles nourris quotidiennement par des gardiens. Ce site chargé d'histoire et de tradition rappelle l'attachement de la ville à son histoire et à ses croyances ancestrales. Quant aux rues de Yamoussoukro, elles ont été pensées et voulues à l'image de la volonté du président Félix Houphouët-Boigny de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Elles offrent un mélange unique de modernité et de tranquillité, large et aérée, comme vous pouvez le voir sur les images. Elles se distinguent par une circulation fluide, contrastant avec l'effervescence des grandes métropoles, y compris à Abidjan. Alors revenons sur le plateau. Actuellement, nous ne sommes encore une fois plus qu'à quelques minutes de l'ouverture de la session ordinaire. Les dernières personnalités, je vois la première vice-présidente du Sénat faire son entrée au sein de l'hémicycle. Nous l'avons reçue il y a quelques instants. Alors, nous sommes encore une fois, comme je le disais, à quelques minutes de cette ouverture-là. L'hémicycle se remplit petit à petit. Il me semble, selon mon retour, qu'il est quasiment rempli. Toutes les personnalités qui doivent être présentes y sont présentes. Le sénateur va faire son entrée dans quelques instants. Je le vois, il arrive. Et vous pouvez le voir, la salle des 400 places est véritablement pleine. Alors, il arrive dans quelques instants. Il se tient juste devant moi. Monsieur Traoré Youssouf, vice-président du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau, monsieur Traoré.
Bonjour, merci à vous. Merci à vous. Alors comment vous allez à quelques minutes de l'ouverture de cette première session ordinaire? Je me sens très bien et déjà je profite de votre antenne pour dire merci au Sénat de Côte d'Ivoire de nous avoir associés à tout ce qu'ils font. Voilà. Alors, brièvement, qu'est-ce que c'est le Sénat des jeunes? Le Sénat des jeunes, il faut dire que c'est une organisation de jeunesse qui fait la promotion du civisme et de la citoyenneté. On s'intéresse à tout ce qui est civisme, promotion et on veut faire en sorte que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent connaître les institutions de leur pays, maîtriser les institutions pour mieux les orienter. Priorité au direct, nous ne sommes plus qu'à quelques instants de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année du Sénat. Un autre invité, ou plutôt une autre invitée vient de nous rejoindre, qui est votre consoeur. C'est ça. Normalement, c'est vrai qu'il est vrai que c'est le journaliste qui doit présenter ses invités. Mais je viens de parler pendant 1 heure, hein, soyons très honnêtes. Vous pouvez la présenter pour nous, s'il vous plaît? Elle se nomme Aouti Persidriani, chargée de la communication du Sénat des jeunes au niveau de la région du Poro. Alors aujourd'hui, vous avez été convié à la première session ordinaire. Qu'est-ce que vous ressentez? Nous ressentons une profonde considération de la part du Sénat. Le fait d'associer les jeunes à tout ce qui concerne le Sénat est une grande marque de considération et d'attention. Et nous sommes vraiment reconnaissants de cela. Nous sommes dans une année charnière, messieurs, dames, une année d'élection. Alors vous, quelle est votre vision de l'impact du Sénat et du Sénat des jeunes dans cette élection? Comment comptez-vous impacter la jeunesse? Parce que l'on sait, aujourd'hui, on s'intéresse à la politique, on en parle beaucoup, mais au moment d'aller voter, il n'y a plus personne. Comment on peut inverser la vapeur? Ok, moi je pense que pour inverser la vapeur, il va falloir passer par un grand processus de communication, c'est-à-dire faire comprendre aux jeunes leurs intérêts, de faire comprendre que nous défendons les mêmes intérêts et que nous devons être un dans la paix et dans la discipline pour les élections. Et vous? Pour emprunter son pas. Alors excusez-moi de vous couper, priorité au direct. Nous voyons à l'instant monsieur Adama Bictogo accompagné de monsieur Patrick Hachi faire leur entrée dans l'hémicycle. Alors ça signifie que nous allons bientôt commencer. Je vous demandais d'être très bref. Effectivement. Vraiment d'être très bref pour pouvoir prendre place et suivre cette cérémonie. On espère pouvoir vous revoir juste après. Alors vous pouvez maintenant répondre à ma question. Effectivement, le Sénat des jeunes s'est inscrit dans cette veine puisque le Sénat des jeunes envisage de former 200 jeunes ambassadeurs à travers toute l'étendue du territoire pour prôner les valeurs de paix, de civisme dans chaque contrée de la région, dans chaque contrée du pays, afin de montrer à nos jeunes que c'est nous l'avenir. On ne doit pas s'entretenir aux propos violents, on doit être ambassadeurs nous-mêmes pour montrer l'exemple. Et on voit le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, saluer ses confrères parlementaires. On voit aussi, on a pu voir en direct quelques membres du gouvernement, dont le ministre Adjoumani saluer les sénateurs. Alors, les jeunes, très rapidement, hein, comment vous comptez les inciter à voter? Comment? Parce que il y en a qui vont nous dire que non, mais ça va changer. Quoi? Mais qu'est-ce que... À l'occasion de la révision de la liste électorale, nous avons sillonné la plupart des villages qui sont sous notre responsabilité. On a invité les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale. Donc, déjà la motivation hier, si on les a déjà invités, c'est que sûrement, quand les élections vont arriver, on va les amener aussi à aller voter, puisque le travail a déjà été fait. D'accord, alors je ne vais pas vous retenir plus que cela. Hein. Vraiment, merci de nous avoir donné un petit peu de votre temps. Je vais vous laisser et je vais laisser les équipes vous déséquiper pour que vous puissiez prendre place et ne pas rater cette cérémonie qui, je le rappelle, va commencer dans quelques instants. On a vu l'arrivée des personnalités. Monsieur de la technique, vous pouvez y aller. Hein. On a vu l'arrivée des personnalités qui vient de se faire dans l'hémicycle. Je pense que Mme Kandia Camara, la présidente du Sénat, ne va pas tarder à rentrer sous les applaudissements. Et donc, je vais donc vous libérer pour que vous puissiez vous aussi l'applaudir et la remercier de vous avoir accueilli. Alors, merci beaucoup à cette info. Merci, je vous en prie. À très bientôt. Comme
comme je le disais, nous ne sommes plus qu'à quelques minutes, quelques secondes même, je dirais, de l'ouverture de la session ordinaire, de la première session ordinaire du Sénat. On peut voir, vous pouvez le suivre comme moi en direct, que la salle, l'hémicycle est en pleine ébullition. Tous attendent, et nous tous également, nous aussi, on attend l'arrivée de Madame Candia Camara, qui, je le rappelle, est la présidente du Sénat. Je tiens à remercier toutes les équipes techniques à nouveau de m'accompagner sur ce direct, car effectivement aussi, je suis la face visible, il y a aussi la face invisible. Ce sont eux qui me donnent toutes les informations et je vais d'ailleurs leur demander à combien de temps exactement nous sommes de l'ouverture de cette première session ordinaire. Et surtout leur demander si nous n'avons pas un dernier intervenant. Alors vous me voyez sourire, parce que la transmission d'informations se fait encore une fois en direct. La technique de me suivre. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, nous sommes à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Une ville qui, je le rappelle, dispose d'un charme singulier où histoire, culture et nature se rencontrent harmonieusement entre deux étendues d'arbres et d'eau. Nous pouvons retrouver au cœur de la ville la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, un centre emblématique dédié à la promotion du dialogue et de la paix, témoignant de l'héritage du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Ce lieu symbolique accueille régulièrement des conférences et événements de grande envergure. Non loin de là, le lac aux Caïmans qui intrigue et qui fascine. Il est situé à proximité du palais présidentiel, un plan d'eau qui abrite de nombreux reptiles nourris quotidiennement par des gardiens, des reptiles qui ont d'ailleurs été offerts à la présidence par son homologue malien. Ce site chargé de mystère et de tradition rappelle l'attachement de la ville à son histoire et à ses croyances ancestrales. Enfin, vous avez dû le voir à l'écran, les rues de Yamoussoukro qui sont larges et aérées, qui offrent un mélange unique de modernité et de tranquillité. Elles se distinguent notamment par une circulation fluide qui contraste avec l'effervescence des grandes métropoles. Le long des avenues, on aperçoit une végétation luxuriante, des bâtiments administratifs imposants et des quartiers résidentiels paisibles qui reflètent l'âme d'une ville à la fois institutionnelle et pleine de vie. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de la première partie de cette émission. Encore une fois, nous sommes à Yamoussoukro, capitale administrative et politique de la Côte. Dans cette salle, de Monsieur le ministre-gouverneur Albert Frindé, ministre-gouverneur du district autonome des Montagnes. Nous allons accueillir dans un court instant Monsieur Gilbert Kone-Kafana, haut représentant du président de la République, représentant son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans la capitale politique. Les sénateurs sont réunis ici à Yamoussoukro ce mercredi 29 janvier 2025 pour la première session ordinaire 2025 de la Chambre haute du Parlement. Pour rappel, la première session de l'Assemblée nationale commence le 3e lundi ouvrable du mois de janvier et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin. La première session du Sénat, quant à elle, commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale et prend fin 7 jours ouvrables avant la clôture de la première session de l'Assemblée nationale. Et conformément à ces dispositions constitutionnelles, le Sénat ouvre donc ce matin sa première session ordinaire 2025, ce mercredi 29 janvier. Évidemment, après l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale le lundi 20 janvier dernier. Une cérémonie donc avec un discours d'orientation, disons-le ainsi, de la présidente du Sénat,
Kandia Camara. Mais juste avant, il y aura donc l'appel nominal des sénateurs et l'adoption de l'ordre du jour. Toute cette cérémonie solennelle d'ouverture de première session ordinaire 2025 avec la présidente de séance, la présidente du Sénat, Madame Kandia Camara, qui est entrée dans cette salle, ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et juste à côté, le haut représentant du président de la République. Obtenu donc ce sésame en 1975 avec une carrière de banquier, élu député en 2011 et maire en 2013 à Yopougon. Ex-ministre d'État qui a été nommé donc à ce poste de haut représentant du président de la République en octobre 2023. Il préside, il faut aussi le rappeler, le directoire du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il y a également une forte mobilisation, notamment de la Chambre sœur, l'Assemblée nationale, avec le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, que nous avons vu à l'instant, avec également des vice-présidents de l'Assemblée nationale et des députés qui ont effectué le déplacement, comme il y avait aussi des sénateurs le 20 janvier dernier à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire. Alors, le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, donc la composition de la table de séance avec la présidente de séance qui est la présidente du Sénat, ensuite le secrétaire de bureau Madame Baflanlor, épouse d'Onwaï, le secrétaire de bureau de Baba Traoré, secrétaire de séance, il y en a deux également, M. Touré. Du Sénat, Madame Kandia Camara, accompagnée du haut représentant du président de la République, sont en train de saluer leurs invités. L'ouverture de la première session ordinaire du Sénat n'est plus qu'à quelques secondes. Nous sommes en plein dedans. Elle salue actuellement, toujours accompagnée par M. Kone Kafana, les membres et les invités de cette ouverture solennelle. Elle s'apprête à se mettre sur le pupitre pour sonner la traditionnelle cloche qui lance véritablement cette cérémonie. Comme je vous le disais, nous ne sommes plus qu'à quelques secondes et nous remercions le directeur général de la RTI ainsi que ses équipes de nous permettre de capter les images à l'intérieur de l'hémicycle. Alors vous pouvez le voir, la séance va bientôt se dérouler. On voit les sénateurs ainsi que les multiples invités s'asseoir, ce qui dénote le caractère imminent de l'ouverture de cette cérémonie. Cette cérémonie qui, je le rappelle, sera ponctuée par le discours d'orientation de la présidente sur l'année législative à venir, une année composée de 2 sessions, comme l'Assemblée nationale, une première de janvier à juin et une autre de juin à décembre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, encore une fois, nous ne sommes véritablement plus qu'à quelques secondes. Le temps que les dernières salutations soient faites, nous voyons à l'écran des sénateurs, dont certains ont été nommés et d'autres élus lors des dernières élections législatives. Des élections législatives qui vont d'ailleurs se faire d'ici octobre, plutôt des élections sénatoriales, qui vont se faire à la suite des élections législatives sous peu de temps. Alors la cloche a été sonnée, je vous laisse donc avec la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire du Sénat. On se retrouve à la suite de cette cérémonie. Procéder à la nominale de mesdames et messieurs les sénateurs.
Merci, Excellence, Madame la Présidente. À présent, j'appelle respectueusement Mesdames et Messieurs les sénateurs dans l'ordre ci-après. Monsieur Aboulaye Tano, Monsieur Abo Kwame Faustin, Monsieur Aïba Bogui, Monsieur Awassa Alexandre, Monsieur Ala Kwadjo Rémy, Madame Ambla Marie-Elisabeth, épouse du nom qui prie, Madame Aseke Yaba Adèle, Monsieur Atse Ndezep, Monsieur Baba Traoré, Monsieur Bado Moussa, excusé, Madame Banflalor, épouse d'Envahi, Monsieur Bakari Ouattara, Madame Bamba Maïmouna, épouse d'Osso, excusé, Monsieur Bamba Mamadou, Madame Bamba Sogna, épouse Arnaud, Monsieur Benzem Kwame Christophe, Monsieur Bombro Lezou Francis, Monsieur Boueka Nabo Clément, Madame Mara Kamisoko Kandia, Monsieur Sissé Mamadou, excusé, Monsieur Kofi Michel Benoît, Monsieur Koulibaly Bouakari Kader, Madame Koulibaly Djeneba, Monsieur Koulibaly Lassina, Madame Koulibaly Mama, épouse Ouattara, Madame Koulibaly Yao Madiara, épouse Koulibaly, Madame Da Silva Sylvia, épouse Anoma, Monsieur Dao Lotheni, Monsieur Deye Paul, Monsieur Delma Mohamed Salis, Madame Delon, épouse Longué Catherine Suzanne, Madame Diaby Makani, Monsieur Diaby Vassiriki, Madame Diallo Amoué Nicole, Monsieur Diarasuba Nanourou, Madame Dibin Goram Béatrice, Monsieur Diomandé Lassina, Monsieur Diomandé Mamadou, excusé, Monsieur Djedje Ilaïri Alcide, Monsieur Djibo Youssouf Nicolas, Monsieur Djoa Kei Edouard, Monsieur Ewi Koutoua Bernard, Monsieur Ekissi Béou, Monsieur Ekra Kwaku Antoine, Monsieur Famier Akatia et Boukou Félix. Madame secrétaire de séance va continuer donc l'appel nominal. On va continuer nous ici avec notre consultant, Monsieur Roland Katou. On parlait du forum de la diaspora. Et vous le savez, selon les données de la Banque africaine de développement en 2022, il y a 1,2 million d'Ivoiriens qui sont établis hors de Côte d'Ivoire, avec une contribution quand même importante au PIB, à peu près 1,2%, donc des flux financiers très importants, 180 milliards de francs CFA, et des investissements qui sont directs aussi, évalués à peu près à 10 milliards de francs CFA. Il fallait vraiment le faire, ce forum de la diaspora, organisé par le Sénat, qui aussi, en plus de son rôle de représentation des collectivités, adresse également ces Ivoiriens qui sont établis hors de Côte d'Ivoire, dont la contribution est importante pour le développement du pays. Absolument, vous l'avez dit, le pays, à travers la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, l'indiquait au cours des communications que l'objectif était d'atteindre 1,5 du PIB en termes de contribution, parce que la diaspora représente une entité très importante pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et le thème de ce forum, c'était justement en lien avec les territoires. Le thème, c'était attractivité des territoires et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Donc, permettre à notre diaspora de contribuer à l'avancée économique de notre pays par l'intéressement, par l'intérêt que représentent nos territoires. Et c'était cela l'objectif. Et durant ce forum, il y a eu plusieurs communications, je crois 3 communications, 8 panels, donc avec des thèmes variés qui ont permis à ces Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire de venir partager avec le Sénat et toutes les différentes entités engagées leur capacité de contribution au développement de la Côte d'Ivoire. C'était vraiment très enrichissant. Et le Sénat est sorti avec des recommandations qui ont été soumises à l'exécutif. Et parmi ces recommandations, justement, il faut revenir sur ces différentes questions, puisque le terme est très évocateur et annonce aussi des actions pour cette contribution attendue de 1,5%. Sur cette question, quelle a été la contribution déjà à partir de ce forum-là des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on se dit effectivement dans les années à venir, objectif atteint? Oui, absolument. Les participants ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire ont marqué un fort intérêt et l'ont signifié d'ailleurs sur